Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 134e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité, elle est belle. C'était le deuxième match de Ligue des Champions hier du Paris Saint-Germain et une victoire à domicile contre Manchester City. 2-0 évidemment. On va revenir tout au long du podcast sur la victoire parisienne hier avec des buts évidemment de Idrissa Gueye et Léo Messi. Et pour revenir sur tous ces sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Bon, heureux ce matin. Ouais, salut à tous. Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Une victoire contre City, on était un peu inquiets avant la rencontre. Tout n'a pas été rose, mais en tout cas, voilà, dans l'état d'esprit, comment les Parisiens ont entamé le match, comment ils l'ont terminé, ouais, c'est plutôt pas mal. Également, Yacine Amnet qui était avec nous, qui était au parc hier, évidemment accrédité avec Paris United. Comment ça va, Yacine? Comment était le match depuis le parc hier? Salut à tous. Bah ça va, merci déjà. Et ouais, bah c'était bien parce que il y a eu le début de match déjà où Paris a fait ce qu'il fallait et puis surtout il y avait une belle ambiance, une grosse ambiance avec des moments un peu plus calmes. Mais ouais, il y avait quand même une grosse ambiance. Bah, le parc était plein. Je crois que c'était la première fois de la saison, plein. Voilà, c'est des soirées qu'on attend, c'est des soirées qu'on apprécie en plus quand il y a le résultat au bout. Et enfin, pour terminer la bande, notre invité du jour, vous l'avez déjà vu avec nous sur le podcast dans le numéro sur la formation en Ile-de-France et au Paris Saint-Germain. Il y avait toi, Yacine, qui était avec nous et également Jean-Michel Badiane, qu'on salue. Intervenant régulier cette saison dans l'Afterfoot sur RMC et auteur également de plusieurs livres, notamment un livre qui va nous interroger aujourd'hui, Guardiola, éloge du style, que tu as sorti en 2015. Thibaut, tu vas nous être d'une aide donc très précieuse pour analyser ce match. Bienvenue Thibaut Leplat et merci d'être avec nous. Salut camarades, merci à tous et je suis très heureux d'être là, de retour. Toi aussi, tu as bien vécu ce match. Tu étais dans quelles conditions? Tu étais chez toi avec des amis? J'étais chez moi, concentré avec mon carnet, mon grand écran, le silence autour de moi et pour être bien essayer d'enregistrer le maximum d'informations pour être en forme ce matin. Pour vous, donc, voilà. Tu regardes souvent les matchs tout seul pour être concentré, etc. Ouais. Je préfère les regarder seul et quand j'invite des potes, c'est pour des matchs de merde ou des matchs de l'équipe de France. Ouais, classique, je peux ne pas regarder pendant 5 minutes, c'est pas grave. Par contre, un match comme ça, non. Moi, je suis à Nice, mais j'ai des potes parisiens ici et je leur ai dit, écoute, je t'inviterai bien, mais je voudrais le regarder correctement, donc je t'inviterai pour l'équipe de France, comme ça on pourra le discuter, quoi. Là, tu sais, voilà. Ta situation, ça fait penser à Yacine, parce que souvent aussi pour les matchs du PSG, Yacine, tu me l'as déjà dit, tu regardes les matchs tout seul, tu veux pas qu'il y ait de pollution sonore autour. Ouais, on m'a dit souvent, ouais, viens voir le match avec nous, mais non. Moi, je préfère le regarder tranquille, ouais, dans le calme et avoir mon analyse à moi et être plutôt concentré, parce que c'est vrai que quand ça parle trop autour, à un moment donné, tu fais plus attention à ce qui se passe. Voilà, ouais. Bon, en tout cas, on va revenir évidemment sur cette victoire parisienne hier contre Manchester City. 2-0, un but dès la 8e minute de jeu par l'homme en forme en ce moment côté parisien, c'est Idrissa Gueye, son 4e but déjà de la saison, toute compétition confondue. Et puis la délivrance, le deuxième but est intervenu à la 74e minute. Par qui? Par le petit lutin argentin Léo Messi. Premier but sous les couleurs parisiennes et aussi premier but avec un autre club que le Barça. Donc première victoire aussi du Paris Saint-Germain cette saison et aussi en même temps première victoire des Parisiens contre City dans leur histoire, c'est à souligner aussi. On a eu beaucoup de sujets en avant-match sur revenir sur les différents échecs du Paris Saint-Germain contre City. Maintenant c'est chose faite, le Paris Saint-Germain a gagné contre Manchester City. Un résultat qui permet au PSG de prendre la première place du groupe A, puisque Bruges a gagné en même temps contre Leipzig, mais à différence de but, le Paris Saint-Germain est devant. Donc on a Paris premier avec 4 points, Bruges deuxième avec 4 points, City est troisième avec 3 points, et puis Leipzig ferme la marche avec 0 points pour le moment. Thibaut, je vais commencer avec toi, évidemment, honneur à notre invité, pour déjà revenir un peu sur l'aspect du match de façon générale. Le PSG a souffert, le PSG s'est fait dominer, mais le PSG a été réaliste sur ces situations et a fait preuve de caractère pour s'imposer et enfin lancer sa campagne européenne. Ouais, alors on en parlait tout à l'heure. Attention aux analyses rétrospectives, parce que je rappelle que juste avant le match, pas grand monde donnait cher de la peau du PSG. Et soyons honnêtes, personne ne les a vus venir, comme souvent en fait. Hein. C'est toujours un peu comme ça dans l'histoire de Paris, c'est toujours comme ça. C'est toujours dans les moments un peu de doute que les exploits arrivent et inversement. C'est quand on arrive avec un peu trop de confiance que généralement ça fonctionne pas. Donc personne ne les voyait venir. Des gens qui ont vu le match contre Chelsea ce week-end étaient encore plus inquiets.
Donc là, il y a eu un effet de surprise en fait dans ce match qui a rajouté en fait un peu à l'émotion du match en lui-même. Et de voir un but assez rapide, de voir la manière dont Paris a été dangereux tout de suite, ça a mis un peu tout le monde dans un état d'esprit de conquête, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est un match qui fera date dans la saison. Parce qu'on les a vus être capables de hausser leur niveau de jeu. Mais c'est un match qui aussi va peut-être poser problème parce qu'il va servir de référence. Et après, quand on va voir les matchs en championnat ou sur des matchs des performances plus, disons, plus discutables, ça va ajouter encore un peu plus à la pression. Oui, c'est vrai. C'est donc un peu à double tranchant, quoi. C'est un peu à double tranchant. Oui, et il y a raison d'insister là-dessus, Thibaut Mousse, parce que c'est vrai que quand on voit le genre de prestations que le Paris Saint-Germain peut faire, alors que personne ne les donnait gagnants, même nous, on en avait parlé sur notre groupe WhatsApp, etc., on les voyait pas vraiment battre ce City-là, surtout après, comme le dit Thibaut, la victoire contre le Chelsea de Thomas Tuchel, qui était un peu imprenable depuis le début de saison. Ça fait un effet qui se coule, Mousse. C'est d'un côté, on se dit, il y a eu la victoire, Paris a été solide, mais de se dire maintenant, on veut voir ce genre de prestations se répéter. Bah oui, c'est tout à fait ça, mais ça on l'a souvent répété que la différence de niveau entre la Ligue 1 et ce qu'ils sont capables de faire en Ligue des Champions, elle est flagrante. Même s'ils sont sur une série de 8 victoires en Ligue 1, franchement, il y a peu de matchs où on a pu se satisfaire du contenu. Souvent, c'est un pari en gestion en Ligue 1 qui se contente de marquer le premier but. Et ensuite, ils sont en gestion. Parfois, ils se font remonter au score et puis après, ils donnent un dernier coup d'accélération, comme on l'a vu encore récemment, et des victoires sur le fil. Donc hier, c'était différent. Ils ont bien appréhendé le match. On avait une crainte sur la composition de départ et je crois que les prières de Yacine ont été entendues parce qu'on dans la journée, on avait des bruits comme quoi c'était sans doute Paredes qui allait démarrer le match et Yacine avait fait une minute tactique et avait expliqué qu'il fallait surtout pas titulariser Paredes dans ce genre de match face à une équipe comme City qui presse beaucoup. Et on connaît un peu le volume de jeu de Paredes et en général, c'est vrai qu'il n'est pas capable, lui, de gérer cette pression. Et en fait, on a vu encore toute la différence quand on a Marco Verratti au milieu de terrain, même s'il a joué un peu plus bas hier. Ouais, non, c'est ça. Paris est capable en Ligue des Champions d'élever le niveau. Il est capable aussi de résister aux assauts. On l'a vu hier face à Manchester City. Il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie. Donc maintenant, il faut essayer d'avoir ce même comportement en Ligue 1 aussi face à toutes les équipes pour justement être prêt en Ligue des Champions quand affronte des équipes en tout cas qui essayent d'avoir la possession et qui mettent un pressing très haut, qui mettent la pression, etc. Donc c'est un pari à deux visages, mais en tout cas ils l'ont eu hier, c'est ce qu'il fallait parce que sinon en cas de contre-performance, ça aurait commencé à être un peu difficile pour l'ami Pochettino. Donc là on se retrouve premier du groupe. Voilà, comme l'a dit Thibaut, c'est le PSG. Ils sont toujours là, ils font la surprise, alors que c'est vrai que comme il l'a dit, on donnait peu de chance au PSG de gagner. Pourquoi? Parce que d'un côté on regardait aussi ce que faisait City en Première Ligue et notamment le dernier match contre Chelsea. Ce que nous, on était capable de produire en Ligue 1. Et c'est vrai que Yacine, c'était déjà une petite finale dans ce groupe A, parce que c'était, on va dire, les deux favoris du groupe qui s'affrontaient. Donc c'était important de gagner et de prendre des points. Toi, Yacine, depuis toi qui étais au parc hier, quelle impression générale et collective t'a laissé le Paris Saint-Germain hier? Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup subi, il y a eu quelques vagues, ils ont dû savoir faire le dos rond pendant plusieurs moments dans le match, mais au final, ils l'emportent 2-0. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a un partout, on a la même analyse? Donc, c'est pour ça que moi, je différencie toujours le résultat final et le contenu. Parce que le contenu, en fait, il serait resté le même. Il y a toujours un rapport de force dans un match. Paris fait un très gros premier quart d'heure. Et plus globalement, jusqu'à 20 minutes, c'est très bien. Après, Manchester City commence à prendre possession du ballon. Et en fait, c'est toujours pareil. Paris mène 1-0. Donc, est-ce que City a élevé le niveau en se disant faut qu'on revienne, ou est-ce que Paris a aussi laissé volontairement le ballon en reculant un peu pour essayer de profiter des espaces? Voilà, on n'a pas la réponse parce qu'on ne sait pas ce qu'avait préparé Pochettino en disant si on mène rapidement, est-ce que vaut mieux laisser venir? Est-ce que même les joueurs se disent à un moment donné, on sait qu'on a des vraies capacités en contre, est-ce que c'est pas mieux maintenant de reculer un peu? Voilà.
Ça, c'est toujours l'analyse un peu, il faudrait pas échanger vraiment avec les joueurs, etc. Mais en tout cas, il y a un rapport de force qui s'inverse, en tout cas dans la possession du ballon. Et effectivement, après, Paris a moins le ballon. Par contre, sur certaines actions, si tu es un peu plus juste, tu as de quoi faire mal. Et le truc, c'est que moi, j'avais dit justement dans la minute coach où j'avais préparé le match, j'avais dit il y a deux choses. La première, c'est que City, c'est une machine, mais comme toutes les machines, il y a personne dans le monde du sport qui est invincible. Il y a toujours des failles dans certains contre-pressing. Le contre-pressing, c'est mettre de la densité autour du porteur. Donc, automatiquement, il y a des choses ailleurs où il y a des espaces, de la liberté. Donc, il faut savoir les utiliser, il faut être juste techniquement. Et c'est pour ça que la première grosse impression qu'on a sur le match, on reviendra après sur les cas individuels, mais c'est Verratti. Parce que Verratti te permet justement de sortir de ce qu'aime faire City et de poser ce problème-là, parce qu'en plus, tu amènes la justesse technique. Donc, je trouve que Paris a plutôt bien géré la première période. Voilà. Après, il y a cette action un peu folle sur les deux barres, etc. Après, en seconde, c'était. C'est assez incroyable, je sais pas toi du parc, mais que Bernardo Silva la mette pas. Hein, parce que je sais pas si tu as revu l'action, Yacine, mais c'est. Là, la première, pas la deuxième, parce qu'il y a un retour défensif, mais la première, le but est grand ouvert. Donnarumma est sur les fesses. Je ne sais pas comment il fait pour tirer en l'air. Il a juste à la pousser. Enfin, c'est affolant. Et donc, après la seconde période, elle est un peu plus gérée. Il y a de la fatigue. Il y a City qui pousse aussi. Voilà, tu as un contre et puis tu as même deux contres parce qu'il y a la première de Neymar aussi juste avant. Voilà, tu joues sur les contres. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est effectivement l'état d'esprit. Mais c'est toujours pareil, c'est que il y a la Ligue des Champions, il y a la musique de la Ligue des Champions, et en face de toi, il y a City. Donc automatiquement, ta concentration, elle est élevée tout de suite. Tu es plus concerné, tu es plus concentré. Tu n'as pas envie aussi d'être ridicule. Comme l'a dit Thibaut, il y en a plein qui disaient Paris vont se faire rouster parce que quand on voit City, etc., les joueurs le savent, ils l'entendent. Donc tu as aussi cette envie de ne pas être ridicule. Donc tout ça mélangé, ça donne un Paris qui est au niveau hier. Après, juste la seule parenthèse que je vais faire là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est une phase de poule. Une phase de poule, c'est un championnat, un mini-championnat. Ça se gère différemment. Rappelez-vous par exemple que City, dans la poule de Lyon, ne bat pas Lyon aller-retour. City fait souvent un ou deux mauvais résultats en phase de groupe parce qu'il y a aussi un championnat à gérer. Ils sortent de Chelsea, je crois qu'ils jouent Liverpool ce week-end. Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est pas non plus une vérité en disant Paris, voilà. Il y a en tout cas un match qui a été bien géré et qui a été remporté à un moment important en tout cas. Je vais vous donner les deux déclarations des deux coachs à la fin du match. Je te ferai réagir dessus, Thibaut. Tout d'abord, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui déclarait au micro d'RMC Sport: je crois que la performance de l'équipe a été bonne. On a su souffrir dans les moments difficiles contre une très bonne équipe de City. On a su jouer et attaquer quand il le fallait. Les équipes se construisent avec le temps. Ces matchs nous aident. On essaie de grandir, de construire. C'est un grand match de nos joueurs, il faut le féliciter. C'est surtout un grand effort collectif. Je suis content du rendement collectif. Il y a des choses à améliorer, bien sûr. L'équipe est encore en formation, mais les résultats aident à préparer l'équipe. Et puis le point de vue de Pep Guardiola à la fin du match. Je félicite le PSG pour la victoire et je pense que nous avons fait un très bon match comme à Stamford Bridge, mais étant peut-être un peu moins agressif sur le porteur du ballon. Nous avons tout essayé, nous nous sommes créés suffisamment d'occasions, mais avec les joueurs fantastiques qu'ils ont, nous leur avons laissé de l'espace pour Mbappé dans notre dos. Nous avons fait un bon match avec de la personnalité, mais nous aurions dû marquer sur nos situations et nous ne l'avons pas fait. Est-ce que Thibaut, tu es d'accord avec l'analyse de Pep Guardiola sur le match ? Oui, alors il est très élogieux à l'égard du PSG. Il est assez lucide aussi sur la performance. Je pense que le constat est très bien dressé par Yacine. Ne sont pas aveuglés par les deux buts. Pour ça, si ça fait un partout, c'est pareil. Hein. Le même match. Et je pense qu'il a été, il a eu un peu la kryptonite quoi, face à son contre-pressing, qui est le seul joueur qui a été capable plus ou moins de soutenir cette pression-là, c'était Marco Verratti. Et je pense qu'on a, moi, ce qui m'a vraiment étonné chez les Parisiens, c'est une équipe, c'est ses capacités de changement de rythme. C'est une équipe qui, en très très peu de temps, est capable sur un contrôle, sur une feinte, d'accélérer, un peu comme une F1, quoi, tu sais, de 0 à 100 en 4 secondes, quoi. Capable en 4 secondes d'avoir une explosivité, mais qui est pas une explosivité liée à l'aspect physique, mais qui est liée à la technique. C'est-à-dire on a tellement des magiciens devant que sur un contrôle, une feinte de corps et Verratti aussi, t'es capable d'avoir tout de suite un temps d'avance et d'aller très très vite.
Donc je crois, sur cette saison, le match où on a le plus constaté cette capacité de changement de rythme. Et ça, c'est assez vertigineux, quoi. Et je pense que Guardiola lui-même s'en est rendu compte. Parce que évidemment tu peux rien contre la technique quand elle s'exerce de cette façon-là, quand le génie s'exerce de cette façon-là, tu peux pas faire grand-chose. Et moi, il y avait juste un point que je voulais qu'on ajoute. On en parle assez peu aujourd'hui, c'est le match d'Ander Herrera que j'ai trouvé très juste parce que il apporte une fluidité qui m'a rappelé un peu Thiago Motta, quoi. C'est-à-dire quelque chose, cette capacité à jouer à une touche de balle, à être bien fluide quand il le faut sur les transitions, à jamais ralentir le jeu ou ralentir quand il le faut. Il y a une intelligence de jeu chez ce joueur qui est assez géniale, ce qui a permis aux deux autres de briller. Mais tu regarderas la capacité qu'a Herrera à donner de la continuité à l'action. C'est quelque chose qui est très discret. Mais il y a un mélange de Busquets et de Thiago Motta sur ses prises de balles et sur sa capacité en quelque sorte à disparaître. Et je pense que ça, il faut aussi le mettre en avant et je trouve qu'il a été au niveau des deux autres. Là, tu me fais une très belle passe D, Thibaut, parce que c'est le secteur sur lequel je voulais revenir et lancer Mousse dessus. Sur le trio milieu de terrain, Mousse, il y a bien un secteur qui a bien fonctionné hier côté Paris Saint-Germain. C'est le milieu de terrain entre Verratti, Gay et Herrera. Thibaut rappelait le rôle très important d'Herrera et ce depuis le début de saison aussi. Ça a été un milieu plutôt très complémentaire hier, Mousse. Ils ont réussi à contourner le gros pressing des hommes de Guardiola et à bien coulisser au moment de défendre, gérer les transitions. De toute façon, c'est difficile de gérer, de maîtriser City pendant 80 minutes. Il y a forcément des moments où tu subis un peu, mais Mousse, en tout cas, les trois, ils ont été très complémentaires et ils sont bien trouvés. Ouais, bah, surtout Verratti qui revenait, qui avait pas joué depuis, qui avait raté 5 matchs, je crois, avec le PSG. Il était absent depuis la dernière trêve internationale où il s'était blessé avec l'Italie. Voilà, c'est ça. Son dernier match était avec l'équipe nationale. Donc, oui, même si effectivement, on s'attendait peut-être à ce que City ait encore plus la possession, mais quand tu vois en fait finalement, je crois qu'en première mi-temps, quand ça se termine, c'est quasiment, ils sont quasiment à égalité. Je crois que City, elle doit avoir 52, 48. Je crois ça va. À la fin, Mousse, à la fin du match, il y a 46% de possession de balle pour le PSG et 54% pour City. Donc, c'est pas très très éloigné. Voilà, c'est ça. Alors que d'habitude, on peut s'attendre à ce que City, parfois, ait 60%, 65%. Donc, du coup, ça s'est quand même un peu vu. Après, moi, évidemment, j'ai adoré le rôle de Marco Verratti. Il a joué devant la défense hier. Donc, on l'a toujours dit, quand tu joues face à une équipe comme City, qui joue très haut sur le terrain, qui fait un gros contre-pressing, quand tu as un mec qui est là, qui est serein, qui n'a pas peur, qui ressort le ballon proprement, qui arrive à trouver les milieux assez facilement, c'est toujours plus facile. C'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure quand je parlais de Paredes avec Yacine. Verratti, il a fait toute la différence. Quant à Gay et Herrera, depuis le début de saison, honnêtement, heureusement qu'ils sont là. On se rappelle d'Herrera qui a été plutôt en difficulté depuis son arrivée au PSG, qui manquait beaucoup de régularité et qui avait aussi des pépins physiques. Là, force est de constater que en forme, avec une bonne préparation, un peu comme Idrissa Gueye, il est en train de se rendre indispensable. Notamment au détriment du camarade Wijnaldum qui, lui, depuis son arrivée, a du mal à s'inscrire dans ce collectif et notamment au milieu de terrain. Et Gana Gueye, quoi, ce joueur est incroyable. On a été nous-mêmes souvent un peu durs les 2 dernières années parce qu'on le trouvait un peu timide, un peu emprunté. Et notamment son défaut c'est souvent qu'il jouait souvent en arrière avec des passes en retrait parce que alors soit il n'osait pas par peur de perdre le ballon jouer vers l'avant, soit peut-être inhibé par la présence de Neymar, Mbappé, etc. Et quand on voit le rendement d'Idrissa Gueye depuis le début de saison, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, t'as l'impression que c'est un autre joueur. Et je pense à cette super passe où il casse des lignes pour Mbappé, cette passe, une sorte de passe aveugle. Il l'a fait plusieurs fois, ça, Mousse. Toujours la projection vers l'avant, les passes qui cassent des lignes. C'est vrai qu'Idrissa Gueye, j'ai pas vu, on en parlait souvent dans le podcast. Dans les 2 dernières années, c'était des passes latérales qui apportaient pas forcément grand-chose au jeu. Là, c'était que des passes qui allaient vers l'avant et qui avaient pour but de casser une ligne. C'est pour ça que je parle de cette saison, c'est qu'on voit ce Gueye depuis cette saison. Les 2 dernières saisons, c'est des choses qu'il ne faisait pas ou qu'il faisait peu. Pareil, cette capacité à se projeter vers l'avant, à accompagner les attaquants. Ce que je regrette un peu d'Idrissa hier, c'est, je sais pas si vous avez remarqué en deuxième mi-temps, avant qu'il sorte, on a quelques situations de contre qui gèrent mal, où il perd 2-3 fois le ballon, c'est un peu dommage.
parce que hier, étant donné que Manchester City quand même devait absolument marquer pour égaliser, voire gagner la rencontre, il y avait quand même pas mal d'espace. Et souvent, Gay a récupéré le ballon, mais a mal géré peut-être 2-3 contres où il a perdu le ballon. C'est le seul bémol qu'on peut lui attribuer. En dehors de ça, il fait encore un grand match et ce que ça, je l'avais déjà dit dans les autres podcasts, il s'est rendu indispensable aux yeux de Pochettino et c'était pas gagné quand Pochettino arrive. Donc bravo à lui. C'était quasi sans faute au milieu de terrain. Yacine, c'est vrai que les milieux de terrain depuis le début de saison au Paris Saint-Germain marquent souvent. Idrissa Gueye et Ander Herrera sont les deux meilleurs buteurs parisiens avec Mbappé, 4 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. J'ai pris une déclaration d'Idrissa Gueye en zone mixte hier pour expliquer un peu justement son nouveau rôle sur ses buts, où il est souvent proche de la surface. Alors Idrissa Gueye dit « Mes buts, c'est le travail de toute l'équipe. Et l'équipe m'offre aussi beaucoup d'opportunités avec les attaquants. Il y a souvent des seconds ballons et avec les milieux, on essaye de les finir. Le travail effectué paye et on espère que cela va continuer. » Et c'est vrai que Yacine, c'est une donnée qu'on ne voyait pas au Paris Saint-Germain. On a souvent dit il faut que les milieux du Paris Saint-Germain marquent, parce que les trois devant, quand ils sont moins bien, etc., il y avait souvent un problème parce que il n'y avait pas beaucoup de buteurs, on va dire, derrière Mbappé, Neymar et Co. Et là, Idrissa Gueye et Herrera font le travail. C'est un peu ce qu'on attendait de Wijnaldum, ce qui est paradoxal, et c'est lui qui est sur le banc hier, et au final, c'est ceux qui sont là depuis plusieurs saisons, Gueye et Herrera, qui marquent. Oui, parce qu'en fait, ils se projettent et ils sont pas bridés. Ils pensent pas d'abord à défendre. Quand il y a une attaque, ils accompagnent jusqu'au bout. Pour plein de raisons. Il y a des consignes, il y a aussi peut-être la confiance en leur défense et leur gardien. Parce que moi, j'explique toujours que le foot, c'est un sport collectif. Quand tu es milieu de terrain, à un moment donné, que tu dois aller te projeter, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Je vais jusqu'au bout parce que je sais que derrière, je suis couvert. Ou j'y vais pas parce qu'il faut que je reste en place parce que sinon, on va être contré. Donc, tout ça, c'est aussi des automatismes, des affinités, de la compréhension les uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'hier, Herrera, il est bon, parce qu'en fait, on ne lui demande pas de faire le jeu, puisqu'il y a Verratti. Et en fait, il y a une complémentarité entre les trois. Il y a celui qui est là pour sortir les ballons, t'organiser un peu tout ça. Il y a celui qui va percuter. Et il y a le troisième qui fait du lien. Comme quoi c'est fou le football quand ça se joue collectivement, c'est bizarre, les joueurs sont meilleurs individuellement, c'est de la folie. Donc voilà, après il y a Gueye, Mousse parlait des pertes de balles de Gueye. Moi je pense qu'il y a une chose importante dans cette deuxième mi-temps sur les pertes de balles de Gueye, c'est que je pense qu'à un moment donné Paris était entre jouer les coups à fond, mais ne pas perdre le ballon trop vite pour pas que le ballon revienne encore dans la surface. Et il y a des situations, parce que moi j'étais au parc et on voyait les courses plus largement qu'à la télé, je pense qu'il y a des situations où Gueye se dit, il y a la possibilité, mais est-ce que c'est pas mieux à ce moment-là de la garder, de la conserver un peu, parce que quand même on souffre malgré tout, même si encore une fois, il n'y a pas des dangers de fou, Donnarumma ne fait pas des arrêts exceptionnels. Et parfois c'est vrai qu'il n'avait pas de solution aussi, tu vois, donc il était pas forcément... Donc tout ça, et le truc c'est que en fait, on a un Gueye qui, Mousse disait tout à l'heure, on a été dur avec lui. Moi, je trouve qu'on n'a pas été dur. On a été juste, puisque aujourd'hui, il nous prouve qu'il était capable de faire autre chose. Donc, on n'a pas été dur. On critiquait des choses qu'on n'appréciait pas. Et oui, évidemment qu'il y a la confiance du coach. Un jour, peut-être qu'on comprendra que les joueurs, ce ne sont pas des robots. Il y a la confiance que t'amène le coach. Quand tu te dis, ah ouais, mais si je rate 2 passes, le match prochain, je joue pas. Parce que Paredes va prendre ma place, parce que y a Verratti, parce que Herrera peut prendre ma place. Ou quand on te dit, non, vas-y, j'ai confiance, joue, tente, c'est pas grave. Il y a des pertes de balles, c'est le jeu. Bah, évidemment que le joueur, il peut pas être le même. Donc, je pense qu'il y a, de toute façon, parce qu'on l'a vu depuis mars, évidemment, Pochettino, la relation qu'il a avec Gueye, je pense qu'il lui a apporté quelque chose de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et avec la confiance, bah ouais, comme par hasard, Gueye, il percute, il provoque, il joue vers l'avant, il finit les actions. Voilà, c'est un tout, le football, c'est pas juste de dire, tiens, il y a 11 joueurs qui ressemblent à ça, allez-y, joue au foot, sinon il n'y aurait pas besoin d'entraîneur. Voilà, et puis bon, la dernière chose sur ce milieu de terrain, bah, évidemment, c'est Verratti, parce que moi, je l'ai répété ici plein de fois, Verratti, c'est un système à lui tout seul. Voilà, c'est tout. Il te fait sauter des systèmes. C'est Bielsa qui explique ça très bien. Il y a le cadre, avec les systèmes, les joueurs, etc. Mais à un moment donné, quand 2 équipes sont à peu près du même niveau, celui qui fait la différence, c'est le joueur technique, c'est le joueur intelligent qui va éliminer, qui va voir une passe que les autres n'ont pas vue, qui va voir un espace parce que tu as fait une erreur de 1/2 seconde sur un placement et qu'il l'a vu. Bah, c'est Verratti.
Voilà, hier, il a sorti des ballons devant sa surface, comme d'habitude. Il prend le ballon, il y en a 2 qui pressent, il élimine, et tu as d'un coup 4 joueurs de City qui sont plus dans l'action. Voilà, il est indispensable à cette équipe par son profil, par ce qu'il apporte. Et là aussi, l'année dernière contre City, quand j'avais fait la minute tactique, j'avais dit que moi, je voulais Verratti en 6 parce que pour moi, pour sortir le ballon, en fait, on a trop l'image du 6, Casemiro, le mec qui est là pour casser les actes. Mais tu as le droit de jouer avec un 6 qui est technique. J'avais pris l'exemple justement de Pirlo à l'époque du Milan AC. Si devant lui, tu as Gattuso, Ambrosini, donc tu as Herrera, Gay qui sont là pour fermer, le protéger, travailler. Voilà. Il n'y a pas de choses figées dans le football. D'ailleurs, il y en a, il expliquait que Yacine que Pochettino avait fait un bon choix justement de remettre Verratti vraiment en sentinelle devant la défense, parce qu'on se rappelle l'année dernière, la saison dernière, il voulait dans cette volonté de mettre Verratti proche de la surface adverse, donc un peu au-dessus des 2 milieux dans ce triangle à 3, et qu'au final tu perds les qualités de Verratti qui te permettent de défaire d'un pressing haut. Voilà. Et juste pour terminer sur Verratti, oui, le titulariser quand il revient de blessure, en fait. Je l'avais expliqué souvent sur en fait la préparation qu'on fait. Le problème d'un joueur, c'est pas le premier match, c'est l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire que si Paris avait joué mercredi et samedi, tu le refais pas jouer tout de suite. Mais déjà c'est mardi et dimanche. Et ensuite, quand un joueur revient de blessure, le premier match pendant 60 minutes, il est capable de courir sur l'adrénaline, sur l'envie, sur plein de choses. Le problème, c'est l'enchaînement des matchs. Là, c'était pas un gros risque de le faire jouer, parce qu'en plus, c'était pas une blessure musculaire. C'était un coup reçu au genou qui le gênait, donc c'est aussi différent. Bon, c'est vrai que niveau rythme, ça s'est pas vraiment ressenti qu'il avait loupé 5 matchs. Thibaut, pour résumer le match de Verratti, est-ce qu'il n'y a pas meilleure déclaration que celle de Pep Guardiola, l'entraîneur en face hier, qui a dit à propos du petit hibou, je vous lis la déclaration de Pep Guardiola: Verratti, je suis amoureux, c'est un joueur exceptionnel, quand il est sous pression, il peut faire l'extra passe, je connais son caractère, sa personnalité, et je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu. En première période, on a été un peu soft avec lui. Oui, c'est un bel hommage parce que c'est effectivement un joueur parfaitement Guardiola compatible, qui est le joueur que sans doute Guardiola aurait aimé être, parce que c'était une sorte de Verratti, mais en plus lent, quoi, en plus lent, sans cette capacité de dribble court. Donc il est exactement le joueur qui est la base du système cruyffien, quoi, ou du système guardiolien, c'est-à-dire le 6 technique, le meneur de jeu un peu, le regista, comme on dit en italien, ou le 4, comme ils appellent ça à Barcelone, le Fabregas, quoi, une sorte de joueur capable de lui-même d'organiser la possession et d'être le centre névralgique de tout le jeu, ce qu'ils appellent eux un meneur de jeu du rond central, quoi. Le Cruyff disait toujours, voilà, Guardiola, quand il était milieu, toi, ton poste, ta zone, c'est le rond central. Tu sors pas de cette zone-là. Et depuis le rond central, c'est là que tu organises en fait toute l'équipe. Donc oui, c'est un bel hommage. Et puis est-ce que ça veut dire que il faut s'attendre aux grandes manœuvres bientôt, peut-être, parce que c'est vrai qu'avec Rodri, il a du mal. C'est ça. Et là, il a Rodri qui a fait un match compliqué, Fernandinho qui est sur la fin. Donc c'est sûr que Thibaut, quand il voit un joueur comme ça en face, ça donne des idées. Ils ont du mal avec ce poste-là à City. C'est un peu la grosse inconnue qu'ils ont jusqu'à présent. Il va falloir qu'il invente un poste, qu'il invente un joueur à ce poste-là, parce que Rodri il se retourne pas aussi vite. Fernandinho, il est sur la fin. Et puis il apporte pas les garanties que peuvent apporter les autres. Il avait fait des essais avec Gundogan, mais pareil, Gundogan, il est pas peut perdre des ballons. Voilà, Verratti, c'est la pièce manquante, quoi. Bon, ça m'étonnerait que d'un côté comme de l'autre, la transaction puisse se faire. Voilà. Bah, s'ils l'ont bloqué face à Barcelone, c'est pas pour le revendre à City. Voilà, c'est pas pour vendre à City, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Côté de Manchester City, ouais. Voilà. Mais effectivement, pour Guardiola, c'est le joueur central. En fait, ils avaient une hésitation avant le match, parce qu'on annonçait Verratti, mais on l'annonçait plutôt sur le côté, quoi, sur l'un des deux côtés. Et eux étaient persuadés qu'il jouerait à ce poste-là. Ils s'attendaient à le voir, en fait, Verratti. Donc pour eux, c'était pas véritablement une surprise. Pour nous, la surprise était son poste soit devant la défense, mais ça n'était pas vraiment une, parce qu'entre Gay,
Verratti et Herrera, celui que tu vas mettre devant la défense, c'est évidemment Verratti, c'est pas les deux autres. Par rapport aussi au City, au duel en face, Thibaut, bon, on a vu qu'ils ont essayé effectivement, évidemment, de faire un peu le même match contre Chelsea, d'étouffer les Parisiens chez eux avec un gros pressing. On le voyait sur certaines séquences des plans larges où tu avais 7 joueurs de City qui étaient dans le camp des Parisiens. C'est sûr que de ce point de vue-là, ils ont réussi à récupérer les ballons City, mais c'est plutôt dans l'organisation après. On a vu un Jack Grealish qui n'a pas été trop à son avantage. Toujours ce problème aussi de faux numéro 9 avec Sterling qui a été dans un premier temps, ça a été compliqué et c'est un des problèmes aussi de City cette saison, dans cette position de numéro 9 en l'absence d'un vrai 9. Oui, alors c'est un problème structurel à City, mais qui est en même temps le problème de Guardiola depuis qu'il est entraîneur. Il n'a jamais eu vraiment de grand neuf. Il a toujours eu des profils un peu hybrides. Et puis je pense que la contre-performance de City vient aussi du fait que De Bruyne était complètement éteint, quoi. Alors je pense qu'Herrera a fait son taf là-dessus, mais De Bruyne a été vraiment absent, quasiment absent. Donc du coup, quand t'as pas De Bruyne dans un système comme ça, tu te retrouves avec Rodri qui peine et puis t'as pas de transmission efficace. Il y a toujours un temps de retard, quoi. Donc c'est ce qui fait que City a pas été complètement performant. Mais attention, parce qu'on est au mois d'octobre, hein, enfin presque, au mois d'octobre. Ce genre d'équipe, leur saison. Alors City, c'est toujours un peu à part, mais le City de maintenant, c'est pas le même que celui du mois de février, quoi. Donc c'est surtout un joueur comme De Bruyne. Donc il faut pas les enterrer. Mais on a vu, je sais qu'au début du match, leur plan était de passer sur les côtés dans le dos de Hakimi et de Nuno Mendes. Ça a été rapidement arrêté par le bon travail d'Herrera et de Gay sur les côtés, ce qui leur a empêché le jeu sur la profondeur sur les côtés. Voilà. Mais après, City est un effectif très riche, mais qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un effectif extrêmement homogène, avec des joueurs quasiment tous interchangeables, mais du coup, ça empêche d'avoir des éclairs de génie ou des moments, des joueurs qui vont être capables de te faire basculer un match. City, quand City est mené à la marque, c'est très rare que City revienne. C'est vraiment une équipe qui a besoin de dominer, mais dominer tout de suite, pour éviter ensuite d'avoir à puiser un peu dans le caractère ou à puiser un peu dans la personnalité. Parlons maintenant, Mousse, du trio offensif parisien. Mbappé, Messi, Neymar qui étaient alignés. Bon, on les a vus, parce évidemment, on a parlé beaucoup de façon défensive du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai qu'ils ont eu à défendre hier. Et Messi, évidemment, on sait très bien qu'il va pas défendre énormément, mais Mbappé dans ce rôle de premier harceleur et puis Neymar sur son côté ont fait les efforts défensifs. On a vu, j'ai même une séquence à un moment où Neymar revient défendre sur Mahrez en fin de première période dans la surface parce que c'était un peu chaud. J'ai les stats sur les ballons échangés entre les trois de devant, Mousse. C'est assez équilibré, hein, entre Mbappé et Neymar, 16 ballons, entre Mbappé et Messi, 13 ballons, et entre Messi et Neymar, 15 ballons. Toi, comment tu t'as trouvé dans l'animation offensive? C'est vrai que Messi, avant évidemment son but qui est magnifique, on l'a pas vraiment vu, on va dire, connecté aux deux autres. C'est plus eu, on va dire, Neymar avec le ballon et Mbappé en profondeur, mais c'était plus en plus des séquences de transition rapide. Moi, je trouve que sur la phase offensive, les trois n'ont pas été exceptionnels hier. Messi, même en première mi-temps, j'ai quasiment pas vu. En deuxième mi-temps. J'étais étonné, Mousse, je te coupe, parce qu'il a touché 60 ballons, Messi, à la fin. J'ai vu les stats, je les ai pas vus, ces 60 ballons, personnellement. Mais bon, il suffit que d'un, qui branche à un moment qui branche la lumière, et puis ça y est, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que les 60 ballons, j'ai du mal à les voir hier. Ouais, je pense que dans les 60 ballons, il y avait beaucoup d'échanges assez courts au milieu de terrain, tu sais, quand tu redonnes en 1-2, comme joue Messi d'habitude. Évidemment, tu le laisses sur le terrain parce qu'il est capable d'avoir un éclair de génie. Et on l'a vu sur la magnifique remise d'Mbappé sur le but du pied gauche qui est fantastique. C'est un but typiquement messiesque. On en a vu des dizaines et des dizaines avec Barcelone. Mais sinon, sur l'animation offensive en elle-même, moi, je l'ai trouvé assez pauvre. Alors oui, ils ont essayé de se chercher. Ils se sont rarement trouvés. J'ai trouvé Neymar pas bon du tout hier. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Paradoxalement, sur la partie défensive, lorsqu'il s'agissait de revenir, comme tu l'as dit, à une action, il revient, il fait 60-70 mètres en courant pour récupérer un ballon. On l'a vu, il était à son aise
dans la partie défensive. En tout cas, il a fait des efforts un peu plus que d'habitude, même si des trois, c'est vrai que Neymar, ces derniers temps, dans les derniers matchs de Ligue 1, il faisait quand même le job. Et Mbappé, c'est pareil. Voilà, parfois il a fait beaucoup de mauvais choix. Il s'est entêté un peu parfois sur il s'est beaucoup déporté encore sur le côté gauche. Écoute, je pense que petit à petit ça va venir, notamment entre Messi et Mbappé, parce qu'ils ont vraiment essayé de se trouver. Après, ce qui est dommage, c'est l'action où Neymar oublie Mbappé, parce que là, je pense que Mbappé était au deuxième poteau, était super bien placé, il n'y avait plus qu'à lui donner. Après, bon, c'est dans le jeu, hein, il est face au gardien, il tente sa chance, Neymar, mais voilà, hier Neymar offensivement, c'était pas ça du tout. Et on peut pas dire qu'hier il y a un début de connexion entre les trois parce qu'on n'a pas vu grand chose. Et soit parce que parfois c'était des mauvais choix ou tout simplement parce que voilà, il n'y a pas eu, il y a pas eu de réelle connexion. Ils se sont cherchés. Il va falloir qu'ils continuent encore à chercher parce que c'était pas tout à fait clair hier encore. Bon, Yacine, j'ai vu, j'ai retweeté ton tweet hier où tu disais sur le but de Messi, le travail très important aussi sur l'action, c'est le travail d'Hakimi, ce faux appel sur la droite, qui permet de libérer l'axe à Messi, ce qui lui permet de rentrer dans l'axe et d'avoir cet échange avec Mbappé puis de finir de façon magnifique. Raconte-nous le but depuis le parc, ça m'intéresse parce que c'est vrai que dans l'action, c'est intéressant, il y a plusieurs mouvements, etc., de déplacement, et toi qui avais une vue large, j'aimerais bien que tu me racontes comment t'as vu le but. En fait, le truc, c'est que Verratti a le ballon. Ouais, c'est lui qui lance à droite. Et en fait, il y a beaucoup d'espace dans le dos. Et la première idée, c'est de dire, il y a Mbappé, il va le lancer. Et en fait, Verratti ne le fait pas tout de suite. Et il cherche Messi sur le côté. Il y a un échange après avec Hakimi. Et en fait, quand Messi démarre, il vient vers l'intérieur. Et il y a les deux défenseurs de City. Et le fait que Hakimi décide de faire l'appel, quoi qu'il arrive, ce que j'explique souvent, tu fais l'appel. Évidemment que les joueurs font d'abord l'appel pour recevoir le ballon. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si on t'a pas servi, par exemple, vous vous souvenez, je l'avais dit notamment pour Cavani, si on ne te sert pas les 2, 3, 10 premiers appels, ton travail à toi de footballeur, c'est de continuer à faire l'appel si le jeu, c'est de faire l'appel. Et Hakimi, il n'a pas été beaucoup servi encore une fois, même, il a un peu moins participé offensivement, on sentait qu'il y avait quand même des consignes avec cette idée de bloquer les couloirs, etc. Il fait cet appel. Et en fait, il emmène Cancelo. Ce qui fait que Messi se retrouve en fait en 1 contre 1. Il y a l'appel d'Mbappé quand même, Diaz à l'intérieur. Et là aussi, au lieu de prendre le ballon et vouloir l'emmener pour finir, bah, il joue très simple. Il fait juste sa remise en continuant son appel. Résultat, Messi se retrouve trop libre pour frapper. Et quant à sa qualité de frappe, bah, voilà, ça finit au fond. Et en fait, tout ça, c'est de la simplicité et c'est de la coordination. Quand Hakimi fait l'appel, c'est de la coordination, c'est-à-dire qu'il appelle au bon moment pour emmener le défenseur. S'il appelle trop tôt, le défenseur n'y va pas. S'il appelle trop tard, le défenseur n'y va pas. Donc voilà, tout ça, c'est du collectif. Maintenant, il y a plein de choses sur ce trio. Il y a déjà, c'est compliqué en fait d'analyser pour moi le match de Neymar parce que franchement, il a beaucoup travaillé. Et il est même venu parfois à l'intérieur aux côtés de Verratti. Par exemple, quand Gay allait défendre côté, c'est lui qui venait à l'intérieur à côté de Verratti. Et franchement, il a beaucoup travaillé. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que s'il travaille moins et qu'il va te faire une action magique, on doit retenir ça? Ou est-ce qu'on se dit, ben, au moins dans l'état d'esprit, il a été bon et au fur et à mesure des matchs, et de toute façon, quand tu vas prendre du rythme, du volume de jeu, tu seras meilleur avec le ballon. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Messi, son match, il est compliqué à analyser parce qu'en fait, il a joué très simple. En fait, toi, tu dis, tu n'as pas vu les ballons. En fait, tu le vois dans le jeu, il touche beaucoup de ballons. Mais il a joué très simple. Une touche, je donne, je bouge. Ses passes, il y a eu du déchet. Mais en fait, ce que j'explique souvent sur la prise de risque, ces passes, c'est des prises de risque. Il cherche toujours à faire quelque chose. Et en réalité, ça a de l'impact sur l'adversaire. Parce que l'adversaire se dit toujours, ok, Messi, il n'est pas super voyant. Il ne fait pas de différence tout de suite. Mais il nous oblige à rester concentrés parce que c'est toujours pour tenter quelque chose, pour trouver un intervalle, pour jouer vers l'avant, etc. Tout ça, c'est de la concentration, ça te demande des efforts mentaux, en fait. Tu n'as pas de répit. Et la preuve, en seconde période, avant son but, franchement, je ne sais pas s'il touche 10 ballons. Ouais. On ne le voit plus du tout. Même sur les actions, etc., sur certains comptes dont tu parlais tout à l'heure, Mousse, avec Gay qui se projetait et il hésitait à revenir à garder temporisé.
T'avais Messi qui était de l'autre côté à droite tout seul, mais il marchait, il n'était pas vraiment concerné par l'action. Et à un moment donné, parce que j'avais lu un papier sur le fait qu'en début de match, il touchait pas de ballon, il analysait ce qui se passait, etc. Et à un moment donné, en seconde période, je le regardais et je me disais, mais attends, c'est un truc de fou quand même ce qui est en train de se passer. Le mec, il est là, il y a le jeu pendant 3-4 minutes. Il est là, autour du rond central, un peu axe droit. Et il marche, il participe à rien du tout. Et voilà, et sur une action, et ça aussi, ça va marquer ce que disait Thibaut sur l'histoire du match marquant malgré tout. Ça aussi, ça marque les adversaires. Ça veut dire que, ok, Messi, il est peut-être moins bon, il a peut-être moins de jambes qu'avant. Parce qu'on l'a vu sur 2-3 accélérations que, voilà. Mais 75e ou je sais plus c'est combien de buts, mais sur une action, il prend le ballon, il accélère, il finit. Ça veut dire que tu peux pas le laisser une seule fois dans le match. Voilà. Et tout ça, ça a de l'impact. Comme l'histoire de Mbappé qui oblige une défense à reculer aussi parce que tu sais qu'à un moment donné, il peut prendre la profondeur et te faire mal. Bah, tout ça, c'est des petits impacts. C'est pour ça que si ils arrivent à s'intégrer complètement au collectif, et c'est là le problème, c'est que il y a cette idée de Messi, il a quand même besoin d'une équipe qui joue haut et qui échange. Et Mbappé, plus d'être dans des appels en profondeur, etc. Si tu arrives à trouver le juste milieu entre les deux pour mettre les deux dans des bonnes conditions, ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal. Thibaut, sur l'animation des trois et sur le rôle de Messi, tu fais un peu le même constat que Yacine. Évidemment, c'est en plus les trois j'avais regardé l'avant-match, l'émission du Canal Champions Club sur Canal où ils analysaient le temps de jeu de chacun. Ils avaient joué ensemble 76 minutes contre Bruges et 21 contre Lyon. Donc ils n'avaient pas tant joué que ça ensemble depuis le début de saison non plus. Donc c'est sûr qu'il y a des automatismes à trouver. Mais c'est vrai que Messi, Thibaut, voilà, on l'a pas beaucoup vu en première, mais en deuxième, voilà, il suffit d'un ballon. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, qu'il faut toujours avoir deux yeux plusieurs yeux même sur Messi, parce qu'il peut vite te faire faux bond et de marquer ce but magnifique. Parce qu'en plus, on le voit sur le but, je pense qu'Ederson s'attend à en enrouler, et en fait, il le surprend parce jusqu'au dernier moment, il lui donne pas la direction comment il va tirer le ballon, et puis ça fait mouche, quoi. Ouais, ce qui était intéressant, je trouvais dans la première demi-heure, c'est la première fois que je le voyais pressé. Ouais. Je l'ai vu presser jusqu'à un peu moins d'une demi-heure, 25e, ce qui était déjà beaucoup. Et une des raisons du très bonne entame de match du PSG, c'est précisément que Messi lui-même s'est mis à presser, et Messi presse très bien. Guardiola lui disait toujours, il dit, mais mon meilleur défenseur c'est Messi, c'est quelqu'un qui connaît très bien le pressing, qui est très agressif sur le porteur du ballon, et c'est vraiment quelqu'un quand il se met à presser qui le fait vraiment très très bien. En plus de toutes les autres choses. Et ça a eu un impact immédiat, ce qui fait que tout de suite Paris était en bloc et tout de suite était capable de se projeter très rapidement et d'être très explosif. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Effectivement, l'équipe a été coupée en deux assez rapidement. J'ai noté aux alentours de la 60e. Et avec Neymar cramé à l'heure de jeu, on sentait que déjà il était sur la jante. Après sur Messi, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être qu'avec Hakimi, il va trouver son Dani Alves, c'est-à-dire cette capacité d'avoir un latéral très technique, capable de faire les appels, répéter, de jouer très haut, d'être très à l'aise dans le jeu. Et ce qui a été une des principales réussites du Barça de Guardiola, c'était l'entente Messi-Alves, où les deux permettaient beaucoup, et c'était vraiment ce qui leur permettait de jouer des 2 contre 1, des 2 contre 2, et à Messi toujours de revenir vers l'intérieur parce qu'Alves attirait toujours le latéral. Ça c'est, tu l'as dit très bien, Yass, sur le but, c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il faut essayer de travailler cette complémentarité. Et dernière chose, j'ai trouvé qu'il était assez complémentaire de Mbappé finalement sur ce match-là. Que les joueurs se trouvaient plutôt bien, et Mbappé lui fait la passe tu vois qu'Mbappé il a vu les matchs de Messi, quoi. Quand tu le vois arriver débouler comme ça, tu te dis voilà, c'est ça, c'est le geste qu'il faut faire, c'est celui-là, quoi. C'est ça qu'attend Messi. Et ça, c'est une complémentarité en fait, qui est une complémentarité de souvenirs, quoi. Tu sens que c'est Mbappé a réagi en fan de Messi. Parce que tout le monde l'a vu, en fait, l'action. On l'a vu avant qu'il le fasse, en fait. On se dit, voilà, c'est son action typique, il va attendre, sauf qu'il lui met évidemment parfaitement. Je suis pas sûr que Neymar lui aurait mis comme ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'il aurait contrôlé avant Neymar, avant de lui remettre directement en une touche. Je pense qu'il aurait essayé de se retourner, ou je pense qu'il aurait essayé soit une feinte, ou peut-être en pivot.
En tout cas, Neymar serait pas arrivé en premier dans la surface. C'est sûr que non. Je pense qu'il aurait même pas été à ce poste-là. Mais Mbappé, je crois qu'il a compris quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une entente qui est en train de naître entre Mbappé et Messi, au détriment de Neymar. J'ai le sentiment que sur les trois, celui qui était un peu en retrait maintenant, c'est plutôt Neymar. Il a perdu beaucoup de ballons, il s'énerve beaucoup. Et j'ai l'impression que sa préparation étant ce qu'elle est, il prend du retard par rapport aux deux autres, qui eux sont en train d'établir un dialogue vraiment intéressant où je trouve que c'est deux joueurs qui peuvent être vraiment complémentaires. Et qui sont en plus sans aucune rivalité parce que l'un est jeune, l'un démarre, l'autre est sur la fin de carrière, donc les deux se tirent en fait, tu vois. Neymar c'est plus compliqué. Neymar, je trouve qu'il est depuis le début de saison. Bon, il a pas une préparation digne d'un joueur de haut niveau. Et tu vois bien qu'il est lourd, il est pas du tout aérien. Ça reste un génie balle au pied, mais on l'a vu faire encore tenter des petits ponts dans le rond central. On a vu tenter faire des choses dans ce match-là qui vont un peu à l'encontre du jeu, quoi. Et même s'il a été présent au pressing, tu as raison de le signaler, il a été présent, mais il était cramé à l'heure de jeu. Comment c'est possible? Ouais, c'est beaucoup là pour lui. Hein. Ah ouais, mais bon. Ouais, mais t'imagines qu'au mois d'octobre, le type il est 66e, il est cramé, quoi. C'est quand même un peu préoccupant parce qu'à quel moment il va être bien disposé, quoi. C'est ça. Et si est-ce que c'est pas un peu des trois, un peu le maillon faible? Et juste avant de venir vers toi, Mousse, Thibaut, je vais revenir à ça avec toi parce que tu parlais du rôle important d'Hakimi. C'est vrai que hier, il y avait la première titularisation en Ligue des Champions de Nuno Mendes à gauche, quand même, du haut de ses 19 ans, qui a évidemment été un peu dépassé, bougé par Riyad Mahrez. Mais il va être important aussi pour Lionel Messi parce qu'on le voit, il a une capacité de projection énorme, il a une grosse vitesse. Hakimi aussi, dans son couloir, fait énormément de bien. On sait que voilà, Messi, tu rappelais avec Dani Alves et notamment Jordi Alba, il a besoin d'avoir des latéraux qui se projettent et qui proposent des solutions pour lui libérer l'espace dans l'axe. Comment tu les as trouvés hier dans leur rôle Nuno Mendes, évidemment, c'est pas forcément que... Nuno Mendes, il a eu le problème, c'est qu'il avait Neymar devant lui. C'est ça. Donc évidemment, Riyad Mahrez, il avait un boulevard dans le dos de Neymar. Alors il y avait Gay, mais qui peut pas être partout. Donc Nuno Mendes, il a fait ce qu'il a pu. Moi, je l'ai trouvé plutôt solide compte tenu de la situation. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que le point faible de Paris, est-ce que c'est Neymar, quoi. C'est une question qui est un peu difficile à poser pour plein de raisons, mais qui tu vois sur le match d'hier et tu vois sur l'homogénéité du groupe, celui qui jure un peu, c'est quand même Neymar. Et si Nuno Mendes a du mal, c'est parce qu'il est sur le côté de Neymar. Neymar, il fait le pressing une fois sur deux et tu le vois marcher sur plein d'actions. Tu le voyais marcher à 35 mètres de haut jeu, quoi. Donc c'est quand même un peu préoccupant, ça. Mousse, sur le rôle de Nuno Mendes et Hakimi, c'est vrai qu'Hakimi, on les a moins vus offensivement, évidemment, parce que c'est des latéraux qui se projettent énormément. Mais encore une fois, Hakimi, il est sur les deux buts, hein, quand même, parce que c'est lui qui fait la passe pour Mbappé. C'est lui, comme l'expliquait Yacine, qui libère l'axe avec son faux appel pour Lionel Messi. Mais il a été très solide défensivement, Achraf Hakimi, jamais pris à revers. Bon, Grealish n'a pas posé énormément de soucis. En plus, il avait plutôt tendance à rentrer dans l'axe, donc il a pas eu c'était pas vraiment un élément de débordement qu'il a eu à contenir hier. Mais comme quoi, parce qu'on se posait la question quand même, Mousse, est-ce que Paris peut jouer avec deux latéraux aussi offensifs? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un Diallo quand il y a Hakimi de l'autre côté, etc. Mais Paris peut jouer dans un gros choc avec deux latéraux de ce point de vue-là. Et Nuno Mendes a aussi beaucoup compensé par sa vitesse. On l'a vu pas mal de fois venir contrer des centres parce qu'il y avait Kyle Walker aussi de temps en temps qui est monté et il fallait le contenir. Et ça sera, je te laisse répondre, Mousse, et après je vous laisserai terminer tous les trois parce que malheureusement je me suis fait une petite rupture du ligament croisé et j'ai des séances de kiné à faire. Sur Hakimi, moi je trouve qu'il quand même il s'est proposé, il a été disponible, même de manière, offensivement. Tout à l'heure, Thibaut l'a rappelé, notamment avec Messi. Après, moi Nuno Mendes, je l'ai trouvé plutôt solide. Hein. Alors il a été un petit peu en difficulté en début de match, c'est normal. Mais moi je trouve qu'il a plutôt bien géré Riyad Mahrez, c'était plutôt pas mal. Non, franchement c'était plutôt pas mal. Après comme l'a dit Thibaut, c'est pas évident quand
quand t'as Neymar devant toi, donc tu peux pas prendre non plus beaucoup de risques. Mais non, moi je trouve que petit à petit, il commence à prendre ses marques et je trouve qu'à son âge quand même, il se cache pas, il est là. Moi je trouve que c'est ce qu'il fait en étant intégré depuis peu. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, Pochettino n'a pas beaucoup de choix parce qu'on a vu les limites de Diallo à gauche. C'est en plus dans un match comme ça, c'est le mettre, ça serait enfin, C'est un peu tu plus lui voyant. C'est un peu plus voyant, peut-être les. tu rends pas service à Diallo en le mettant dans ce type de match. Bon, Kurzawa, voilà, vous connaissez l'histoire. Hein, il est aux abonnés absents et puis de toute façon, il a très peu de rythme. Pardon, Il a d'autres priorités. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il est pas loin de chez, il est de ton coin, je crois, Kurzawa. Hein, il est de Fréjus, il me semble. Ouais, alors moi je suis plus vers Nice, mais ouais, disons qu'il a, voilà, il a autre chose. Il n'y a pas que le football dans la vie. Il a pas tort hein, sur un certain nombre de points. Il n'y a pas que le football. Mousse, il a FIFA 22, il faut bien qu'il y joue un peu. Attends, Oui, c'est vrai. Et ouais, non, quant à Hakimi, il a été plutôt solide, même si c'est proposé devant. Non, tu peux jouer avec. Après, faut voir les consignes de fin. On n'est pas dans le vestiaire, on sait pas ce que Pochettino leur a demandé. Est-ce qu'il leur a dit voilà, faut pas trop non plus se projeter parce que devant il y a Grealish, il y a Mahrez, c'est rapide et ça peut aller vite. Bon, en tout cas, hier, voilà, moi Mahrez, je sais pas ce que vous avez pensé. Je poserai la question à Thibaut après. Sur les joueurs qui ont été Grealish et Mahrez, mais bon, moi je pense qu'ils ont plutôt été bien contenus. Et puis de toute façon, je vous lancerai aussi sur Marquinhos qui a encore fait un match énorme. Donc voilà, sur les ailiers, c'était plutôt bien hier. Bon, Yacine, je te laisse reprendre avec. J'imagine que tu veux parler du rôle des latéraux ou Ouais, je préfère parce que T'inquiète Hugo, tu peux aller faire ta séance de kiné. Bon, il y avait encore évidemment, je vous laisse développer tous les autres thèmes. Il y avait aussi Donnarumma, un mot si tu veux parler aussi de la titularisation du gardien italien qui a fait cet arrêt. Et moi aussi, voilà, on va essayer de. Allez, on va faire 20 minutes max. Parce que moi, après, il faut que j'aille à la gare. Je reviens sur Paris pour une journée. Donc voilà. Bonne séance de kiné, Hugo. Ouais, merci. Bon, merci Thibaut. Hein. Désolé de partir Merci aussi. à toi. Non, je t'en prie, faut que tu te soignes. Bon, merci Yacine, merci Mouche. Je vous laisse terminer le podcast. Et c'était bien de faire ce petit débrief quand même d'une belle victoire de Paris Saint-Germain contre City. Allez, bonne journée à tous et puis à la prochaine. Ciao. Du coup, Yacine, je vais te lancer sur les latéraux. Sur Hakimi et Nuno, enfin, j'ai du mal à le dire. Nuno Mendes. bah, de toute façon, je vais pas faire long parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. La seule chose, c'est que sur sa première période, il est en difficulté. Mais je crois que la première période de Kimpembe, elle ne le met pas à l'aise non plus. Il est souvent mal placé, il est en retard. Il met beaucoup d'énergie, Kimpembe, mais il y a parfois des choses tactiquement qui ne sont pas assez réfléchies, notamment dans sa façon de couvrir. Et c'est pour ça aussi que Mendes, il y a une ligne de 4, c'est aussi des automatismes. On le répète souvent, plus tu enchaînes les matchs avec la même ligne, plus tu as des repères parce que tu joues pas de la même façon quand c'est Diallo, tu joues pas de la même façon quand c'est Mendes, tu joues pas de la même façon quand c'est Dagba, tu joues pas de la même façon quand c'est Hakimi. Donc c'est logique. Et là aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps de jeu avec cette défense-là puisque Mendes est arrivé tard, il n'a pas pu enchaîner tous les matchs. Il y a eu la trêve internationale et Hakimi, pareil, puisque après Reims, je crois, non, c'est Metz, Pochettino a fait le choix d'en mettre qu'un des deux à chaque fois. Donc finalement, oui, c'est bien. Ouais. Donc cette ligne de 4, elle a pratiquement pas de temps de jeu encore ensemble. Donc il faut que ça se mette en place. Et voilà, après, oui, offensivement, je pense qu'il y a malgré tout, il y avait des consignes. Parce que sur les premières 20 minutes, par exemple, on a vu Hakimi faire beaucoup d'appels, puis à un moment donné en faire un peu moins, et parfois même ne pas participer à l'action offensive. Je ne pense pas que ce soit Hakimi qui ait décidé, je pense qu'il y avait des attaquants qui ont un certain rôle, il y a aussi une façon de jouer de City qui disait, maintenant on mène 1-0, peut-être qu'il faut un peu calmer, attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, tu as aussi beaucoup reculé, donc ça faisait quand même des courses beaucoup plus longues à faire. Voilà, tout ça mélangé. C'est normal qu'on les ait moins vus. Par contre, quand ils y vont. Le fait que Herrera et Gay se projettent aussi vers l'avant, ce qui a aussi peut-être empêché les deux latéraux de monter. Oui, parce que c'est un choix. Ça veut dire que si tes deux latéraux montent, tu sais très bien que c'était un de tes deux milieux qui va venir couvrir et compenser. Donc, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une ligne de 4. L'année dernière, Guardiola l'a beaucoup fait.
à une certaine période, il me semble que c'était février-mars, où en fait, il laissait pratiquement son équipe coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui pressait, qui attaquait, et il y avait une ligne de 4 qui couvrait vraiment, qui restait en place pratiquement sur la profondeur, etc. C'est une tendance un peu aujourd'hui sur les équipes, à savoir que de temps en temps, ouais, je prends le parti d'avoir une équipe presque coupée en deux et de laisser ma ligne de 4 derrière défendre sur la largeur et la profondeur. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment voulu complètement, c'est assumé. En tout cas, c'est une tendance qu'on a vue l'année dernière déjà et qui revient cette année. Voilà. Après, de toute façon, le truc qui est vraiment important, c'est que les latéraux, encore une fois, ils ne sont pas obligés de monter 55 fois par match. Par contre, les deux, franchement, quand ils le font, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la qualité de leurs appels, il se passe quelque chose techniquement. Donc, on est fin septembre. Ils ont même pas l'équivalent de 3 matchs tous ensemble. Ça pourra être que mieux. Une fois que tout le monde aura compris un peu le rôle de chacun, les automatismes, tiens, comment lui il veut le ballon. Parce que Paris a aussi une fâcheuse tendance à avoir trop de joueurs qui demandaient, avant ce match-là, le ballon dans les pieds. Et là, on l'a vu, dès qu'il y avait Verratti et que Gay, justement, est libéré de ça et se projette, bah oui, les ballons ne sont pas donnés dans les pieds, ils sont donnés dans l'espace. Et comme par hasard, tu gagnes du temps, tu gagnes de la vitesse. Donc, quand tout le monde va comprendre un peu les sensibilités de chacun, comment il aime se déplacer, parce que tout à l'heure, Thibaut parlait de l'entente Alves-Messi. Il ne faut pas oublier l'entente Messi-Alba. C'est-à-dire que Messi, quand il faisait quelque chose, Alba, il savait que lui, il s'occupait même pas de ce qui se passait devant lui, il plongeait dans le dos et une fois sur 3, on va dire, il recevait un ballon par-dessus. Ça, c'est des automatismes et des réflexes que tu vas prendre au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, faut attendre. Et effectivement, le résultat te permet de travailler sereinement. Parce que tu prends des points, tu gagnes. Il y a moins de pression de résultat, justement, pour te qualifier, etc. Et du coup, voilà, on va moins t'attendre. Si tu perds ce match-là, effectivement, le match prochain, on va te dire, ah ouais, Paris a déjà le couteau sous la gorge, il faut aller à Leipzig pour gagner, qu'est-ce que c'est les choix, machin. Là, voilà, il faut aller à Leipzig pour gagner, mais t'es pas le couteau sous la gorge. Et Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé des deux joueurs de côté de City? On a l'impression qu'ils étaient un peu moins bien. Alors, c'est vrai qu'ils ont joué un match face à Chelsea samedi, un match avec beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai que Grealish et Mahrez, hier soir, alors je dis pas que c'est uniquement par par la faute d'Hakimi et de Mendes qui les ont gênés, mais voilà, tu as l'impression que ils étaient peut-être un peu moins bien hier. Et je trouve que même Grealish, alors il a coûté très cher ce joueur Thibaut, hein, je vais pas te l'apprendre. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est bizarre que Guardiola ait choisi un joueur comme Grealish. Tu sais, Guardiola, s'il pouvait jouer qu'avec des milieux de terrain, il jouerait avec que des milieux de terrain. Je veux dire, c'est lui, ce qu'il intéresse. Stéréotypé Grealish un peu. Pardon, excuse-moi, ça a coupé au moment, ça a lagué quand tu parlais. Je te disais c'est vraiment tu sais, l'attaquant anglais stéréotypé Grealish qui fait toujours à peu près la même chose, qui prend son côté, qui essaye. Mais je trouvais que dans le jeu, c'est pas forcément compatible avec le jeu de Guardiola. Souviens-toi de Mahrez quand il est arrivé. Mahrez quand il était arrivé, c'est pareil. Il avait le ballon qui collait au pied. On sentait qu'il était un peu en décalage vis-à-vis de l'équipe. Le football de Guardiola est un football un peu compliqué à comprendre, à intérioriser, à intégrer. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Grealish soit si tôt titulaire avec City. Mais moi, je pense qu'il est titulaire maintenant, précisément pour lui faire acquérir des automatismes, lui faire acquérir, l'intégrer au jeu pour au moment important qu'il soit capable de répondre. Je crois que sur ce match-là, Guardiola a eu très peur des contres du PSG. Donc Grealish ne s'est pas non plus aventuré trop loin. Mahrez a lui une autorisation spéciale, mais ça reste, il reste faux ailier, c'est pas un ailier de débordement. Cancelo et Walker étaient surtout là pour absolument empêcher la prise de vitesse de Paris. Il l'a dit Guardiola en conf, hein, il a dit Messi dès qu'il prend de la vitesse, il est inarrêtable. Pareil pour Mbappé. Donc il fallait absolument empêcher, rater, mais il fallait absolument empêcher la connexion Verratti Mbappé, Verratti Messi. Notamment Walker, Walker, on a vu qu'il était collé à Mbappé, qui l'empêchait. Voilà, parce qu'en profondeur, c'est le seul qui est capable de rivaliser avec Mbappé. Le problème, c'est que si tu fais ça, forcément, tu recules.
Le jeu de Guardiola est pas un jeu de reculer, quoi. Donc c'est très compliqué pour eux de jouer contre une équipe aussi rapide, qui est capable d'avoir des changements de rythme aussi rapides. Et je pense que le style de jeu de City a plutôt même favorisé le PSG, dans la mesure où quand ils ont été moins obligés de faire le jeu, ce qui était le cas à Bruges. À Bruges, c'était l'inverse, où là, ça a été beaucoup plus difficile. Tu savais que sur une récupération rapide, tu étais capable d'aller vite devant, et plus tu as d'espace devant toi, plus ton adversaire a peur de toi. Et là, je crois vraiment que il y a une hésitation, quoi, de City. Il y a une hésitation sur la prise de profondeur ou pas, et le premier but a fait en plus que ça a accentué en fait cette inquiétude. Très bien. Deux sujets qu'on aborde. Il nous reste 10 minutes. Attends, juste 30 secondes. Juste parce que l'histoire de Grealish et Mahrez, il y a deux choses. La première, alors juste complète ce qu'a dit Thibaut sur Grealish, parce qu'avec Mahrez, ça a été pareil, même avec Silva. En fait, en gros, il y a un an pour intégrer le logiciel Guardiola. Parce qu'il demande tellement de choses dans les déplacements, dans les coordinations, que c'est un football ce qu'a dit Thierry Henry quand il arrive à Barcelone. Voilà, j'ai réappris le football. J'ai été obligé de faire reset de tout ce que j'avais appris et j'ai réappris le football. C'est ça Guardiola, c'est-à-dire que tout ce que vous avez appris, je vais pas dire que tu l'effaces parce que ça reste du football, mais c'est autre chose. On rappelle que Grealish, il vient d'Aston Villa, qui est complètement à l'opposé de ce que pouvait faire. Il joue pas du tout au même poste. Puis il n'y a pas du tout la même fonction. C'est un jeu beaucoup plus lent. Donc c'est plus un numéro 10 un peu à l'ancienne. Grealish cherchant une sorte de Paul Gascogne, quoi. Et en droitier. Oui, non, c'est très long. Le logiciel Guardiola est très difficile à apprendre parce que t'as une intelligence de jeu qui fait que il faut essayer de l'acquérir, et que en lui donnant du temps de jeu maintenant, ça lui permet de le faire un peu intégrer le logiciel. Mais oui, t'as raison, un an peut-être parfois sur certains c'est plus rapide. Bernardo Silva, ça n'a pas été si long, mais ça a été difficile au début, mais ça n'a pas été si long. Ça dépend vraiment des joueurs. Donc c'est plutôt pour bien que Grealish puisse jouer maintenant, mais il joue aussi parce que il a un Sterling qui est quand même en fin de mandat, si je puis dire. Il y a un Phil Foden qui plafonne un peu, qui a du mal un peu maintenant à passer un cap. Surtout que Foden, ils aimeraient bien en faire surtout un joueur intérieur, plus qu'un joueur dédié, plus qu'un joueur de côté. Attends, la deuxième chose, juste vite fait, c'était sur leur utilisation. C'est que, évidemment, que la clé de cette équipe, c'est De Bruyne. Et quand De Bruyne est moins bien, ce jeu à l'intérieur qui permet à un moment donné d'aller chercher tes joueurs de côté, il était moins bien fait. Donc, logiquement, les joueurs n'ont jamais eu cette liberté de se retrouver en 1 contre 1. Parce que c'est aussi ça, le jeu de Guardiola, c'est à un moment donné de travailler à l'intérieur pour ramener du monde, et après, à un moment donné, libérer sur les côtés pour faire des 1 contre 1. T'as jamais été 1 contre 1 parce que De Bruyne n'a pas eu la fluidité habituelle. Donc, et Rodri non plus. Donc voilà, c'est tout additionné. Oui, ils n'ont pas été bons, mais ils n'ont pas été non plus par ce qui s'est passé avant dans les actions de City. Ça marche. Oui, je voulais qu'on revienne 2 mots rapides sur la prestation de Marquinhos qui a été énorme hier. On avait déjà dit qu'il était un peu moins bien depuis son retour sur la Copa América et puis les derniers matchs qu'il a fait. Même son compère Kimpembe qui était encore moins bien, mais hier il semblerait que les deux ont élevé un peu leur niveau de jeu. Alors plus Marquinhos qui a été vraiment impérial, notamment dans les airs et notamment dans les petits ballons en profondeur quand on cherchait quand les Citizens cherchaient toujours les attaquants. Il a coupé des ballons de la tête. Il a été impérial en défense centrale. Alors je disais il a été un peu meilleur que Kimpembe, mais voilà, la charnière centrale dans son ensemble hier, c'était plutôt pas mal, Yacine. Ouais, moi je dis pas un peu meilleur, il a été bien meilleur que Kimpembe. Tu connais toujours un peu. Ouais. Mais déjà sur les corners, en deuxième mi-temps, c'était tellement choquant. Il prenait tout de la tête, que le corner il soit tiré un peu rentrant premier poteau, un peu plus long. C'était toujours lui qui était là. Je me disais mais c'est pas possible. Il s'est mis un capteur. Il y a un truc qui va pas. Il a tout pris de la tête. Franchement, il a bien soulagé. Après, on a revu le Marquinhos en fait tonique. Et tu sais comment tu le vois il y a une première course en première période où il accélère sur une récupération.
Et quand ce Marquinhos, il a des jambes comme ça, je sais que ça va bien se passer parce qu'en fait, il est capable, il a une bonne relance, mais il est capable de gérer la profondeur et de couper ce qui se passe dans le dos de Kimpembe ou dans le dos de Hakimi. Voilà, il a régné. Après, on est obligé de rejoindre tout ce qu'on a dit depuis le début, ça veut dire que la Ligue 1 pour te mettre en route, et puis là, tu as City et tu montes d'un niveau de concentration, de motivation, etc. Donc, voilà, lui, il a élevé vraiment le curseur parce qu'il a fait un très très bon match hier. Après la charnière, Kimpembe a fait une seconde période plutôt bonne. Sa première, franchement, elle est compliquée, notamment certains choix avec le ballon, où il veut pas relancer, où il hésite à relancer vite, où il cherche des passes un peu compliquées pour lui. Voilà, toujours le défaut de Kimpembe, quoi. Après, il s'est quand même bien repris, je trouve, en seconde période. Il a fait plutôt une seconde période solide. Mais encore une fois, c'est une charnière qui tient la route malgré tout dans les gros matchs. Hein, que ce soit aujourd'hui, quand on regarde sur les 6 derniers mois, dans les gros matchs, c'est pas une charnière qui a été non plus dépassée par ce qui se passe en face. Et toi, Thibaut, du côté de City, qu'est-ce que tu as pensé de Laporte, Ruben Dias? Est-ce qu'ils ont fait un bon match selon toi? Oui, je les ai trouvés. J'ai trouvé Laporte en particulier transformé quoi depuis son passage en équipe d'Espagne. Je crois que ça l'a vraiment aidé. Il était au placard à City et il s'est retrouvé maintenant avec Ruben Dias à prendre le poste de John Stones et avec Ruben Dias à être capable de trouver des diagonales, de trouver des passes croisées, des intervalles. Je le trouve beaucoup plus sûr. Je le trouve vraiment intéressant comme central. Je trouve ça aberrant qu'on ait laissé partir un tel talent. Mais effectivement, c'est un talent qui est fait pour ce football-là, qui est sans doute fait pour ce football-là, qui sont plus à l'aise avec ce type de jeu-là et cette capacité de casser des lignes, à avancer en conduction de balle. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était la charnière centrale de City, ça commence à devenir vraiment costaud. Alors évidemment le but de Messi, on voit la ligne de milieu complètement apathique, ça vient pas directement de la défense centrale. Mais bon, d'une manière générale, je trouve que la défense de City cette année c'est quand même costaud quoi. Cancelo, Laporte, Dias, Walker, les 4, ça n'a pas toujours été le cas à City. Et cette année, je pense que paradoxalement, malgré les 2 buts pris, je trouve qu'il y a la défense en réalité n'est pas en cause. Ok, je vais rester sur toi, Thibaut. Dernier point qu'on va aborder assez rapidement. Je te pose la question, Thibaut. Qu'est-ce que tu penses un peu de la gestion des gardiens côté parisien? Parce qu'on a l'impression quand même que Mauricio Pochettino ne veut pas choisir. Il n'y a pas de logique en fait dans le turnover qu'effectue Pochettino, parce qu'on aurait pu penser que l'un pourrait jouer la Ligue des Champions, l'autre jouerait la Ligue 1, mais en fait, tu as l'impression que c'est chacun leur tour. Alors toi, tu vas jouer un match de Ligue 1, ensuite tu vas jouer un match de Ligue des Champions, et vice-versa. Est-ce que c'est pas un peu dangereux comme Alors, la logique, je crois que la logique de pardon, non, ça coupe, ça a lagué en même temps. Donc, la logique de Pochettino, c'est de donner de la continuité aux gardiens. Donner 2 fois de la continuité. C'est-à-dire plutôt que leur mettre sur une compétition, les sélectionner des gardiens sur 3-4 matchs. Pour leur donner du rythme, pour être capable de pas les évaluer sur un seul match et de les mettre tous les deux dans de bonnes conditions. Je pense que c'est une logique qui est dans le cas où quand tu as 2 gardiens titulaires, c'est effectivement, à mon avis, un bon calcul, parce que ça évite de dramatiser en fait les erreurs. Tu peux avoir sur 3-4 matchs, tu peux arriver à avoir une tendance. Le problème, c'est le choix de ces 2 gardiens. On va pas revenir là-dessus, mais Keylor Navas, c'est pas du tout un joueur qui supporte la concurrence. Au Real, c'est très mal passé avec Courtois. Il a vraiment fait la vie impossible à Courtois. Et on s'attend à ce que à Paris, il fasse la même chose avec Donnarumma. Donc il va falloir qu'il soit très costaud Donnarumma dans sa tête. Parce que Navas au Real, il a réussi quand Courtois était là à rendre les 2 gardiens mauvais. C'est-à-dire que la situation de concurrence a envenimé la situation et a fait que Courtois n'arrivait plus lui-même à assumer son poste et Navas lui-même était devenu très friable.
C'est pour ça que personne n'a vraiment compris pourquoi le Real se laissait partir Navas. En fait, Navas, c'est un gardien qui vit très très mal la mise en concurrence. Donc ça va être vraiment, à mon sens, le gros point noir de cette saison dans le vestiaire. Il va pas falloir que ça dure trop longtemps. Va falloir absolument Donnarumma. Bon, l'avantage qu'il a, c'est que c'est sa corpulence, son physique qui fait que il est quand même très différent de Navas. Mais il est jeune, malgré tout. Hein, c'était son premier match de Ligue des Champions. Navas a une capacité de nuisance qu'il va falloir neutraliser. Donc, soit en le faisant jouer, soit en lui accordant plus de continuité. Et ça, c'est, à mon avis, un gros point noir de la gestion du vestiaire cette saison. Ouais, Navas qui avait été d'ailleurs prolongé d'une saison supplémentaire, donc qui est sous contrat jusqu'en 2023. Et c'est vrai que tu l'as rappelé, ça s'était pas très bien passé au Real, malgré le fait que Zidane il avait la confiance de son coach. Zidane n'était pas très très chaud pour faire venir Courtois à l'époque. Il préférait garder Navas, mais Navas, comme tu l'as dit, n'a pas supporté la concurrence et a demandé à partir. Et c'est là que le PSG, notamment, c'était Antero Henrique qui s'était penché sur le cas, avait réussi à boucler le deal. Un dernier mot, Yacine, sur Donnarumma, sur sa prestation hier. On a vu qu'au sol, il pouvait être très rapide et se coucher assez rapidement, mais que par contre, sur certaines situations, et notamment où il fallait sortir des situations aériennes, il était parfois un peu en difficulté. Et tu me donneras un mot aussi sur la gestion. Alors là, on a vraiment 5 minutes, Yacine. Et aussi un peu sur la gestion des deux gardiens. Bah, je commence par la gestion juste. En fait, pourquoi tu peux pas choisir? Parce que la Ligue des Champions, c'est un match tous les 2 semaines, voire 3 semaines. Donc, tu as un gardien qui va jouer la Ligue des Champions et qui n'aura pas joué pendant 2 semaines, qui va juste taper un match et qui va pas rejouer avec la trêve internationale, etc. pendant 3 semaines. Yacine, on est d'accord. Il y a des équipes qui l'ont fait à Barcelone, par exemple. Barcelone, ils l'ont fait qu'ils ont. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a une logique dans ce que fait Pochettino, en fait, c'est de dire aux deux, j'ai pas menti. Vous êtes à égalité puisque je vous donne un match de Ligue des Champions chacun. Donc, le championnat pour se mettre dans le rythme, un match sur 2, un truc comme ça. Et puis, match de Ligue des Champions à Bruges, c'est Navas. Match de Ligue des Champions City, c'est Donnarumma. Voilà. Après, jusqu'à quand ça peut durer? Je suis du même avec Thibaut. Moi, je pense que, allez, on va dire jusqu'à décembre parce que là, les matchs s'enchaînent, les sélections, etc. Mais après décembre, il faut faire un choix. Tu vas pas pouvoir continuer comme ça toute la saison, ça va être compliqué. Parce que tu vas ajouter en plus dans les matchs importants une pression au gardien. Déjà, tu joues un 8e de finale de Ligue des Champions, c'est un match tendu. Mais tu lui rajoutes une pression en lui disant si tu te rates, le match retour, tu le fais pas. Ou si tu te rates, il y a Navas. Ou si tu te rates, il y a Donnarumma. Enfin bref, je pense que c'est inutile. En dehors de tous les repères qu'il y a à voir avec la défense, que j'explique souvent, les automatismes, parce que tu joues pas de la même façon avec Navas et Donnarumma quand tu défends. Donc voilà. Sur son match, il a été très bon. Après, je vais faire un résumé assez classique. École italienne. Voilà. Sur sa ligne, très bon. Un peu moins bon dans le jeu au pied. Voilà, c'est pas des gardiens espagnols. Et sur ses sorties, je pense je pense qu'il a parfois envie d'aller s'imposer parce qu'il est grand, etc., et de soulager. Mais il fait pas toujours les bons choix au bon moment. Et je pense malgré tout que c'est aussi une histoire de très haut niveau. L'Euro, c'est le très haut niveau, mais c'est 7 matchs. C'est 7 matchs en un mois, c'est une compétition, il y a tout ce qui va autour, l'adrénaline, l'ambiance, mais bref. Là, cette façon de soulager, tu vois, moi je pense souvent, il y a deux gardiens malgré tout, en plus en France, qui ont permis aux défenses sur ces ballons-là de soulager, c'est Bernard Lama et Fabien Barthez. Ces gardiens, des fois, ils allaient plus loin que le point de pénalty pour aller chercher un ballon et dire, les gars, vous inquiétez pas, je suis là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une ou deux situations, par exemple hier, où Donnarumma veut y aller pour dire je vais soulager, mais tu sens qu'il est un peu à l'arrache, il dégage du point, c'est un peu... Voilà, t'es à la limite, quoi. Donc, oui, ça se travaille, et il est jeune, donc il peut le travailler, et le fait d'être parti aussi jeune d'Italie, ça te permet de travailler avec d'autres entraîneurs de gardiens qui ont une autre vision, et donc de lui faire peut-être comprendre ça, la lecture du jeu, à quel moment, de gagner aussi peut-être en vélocité, c'est-à-dire que quand tu sors comme ça, Bernard Alaba et Fabien Barthez, c'était plutôt des gardiens qui allaient très vite dans les appuis. Voilà, il faut que tu sois plus vif dans les appuis pour vraiment aller chercher et garder ton temps d'avance quand tu as décidé d'y aller. Tout ça, ça va s'apprendre. Maintenant, c'est vrai qu'avec son envergure, s'il te soulage là-dessus, t'es très très bien. Eh ben merci messieurs. Je pense qu'on retrouvera sans doute Navas dimanche prochain face à Rennes. Une question rapide, Yacine, tu comptes faire un petit débrief tactique sur la chaîne YouTube quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements.
Ouais, parce que déjà, il y a le temps jusqu'à dimanche. Bon, bah, ça, Et en plus, parce que ouais, c'est le genre de match où il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va faire des choix, mais il y a des choses à dire, ouais, des belles choses en plus. bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été si tôt avec nous ce matin. On a Merci enregistré. les gars, aussitôt, ça va. Je suis père de famille, donc Ah, j'ai l'habitude, voilà. voilà, moi aussi, Voilà. je me suis levé mon petit pour qu'il aille à l'école. Donc Voilà. voilà, Yacine, merci beaucoup. Voilà, titulaire indiscutable. Hein, ça ne peut pas. Et puis je donne rendez-vous à ceux qui suivent le podcast de Paris United. Bah, déjà pour le débrief tactique de Yacine. Demain, le débrief. Aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y aura une mi-temps demain et une mi-temps vendredi. Aujourd'hui, le mercredi, c'est très bien. Les entraînements et tout, là, la journée, elle est. Ah oui, coach Yacine. Ah ouais, c'est vrai, t'as du boulot aujourd'hui. T'as plein d'équipes à aller superviser là. Ouais. Et puis nous, on se donne aussi rendez-vous pour le podcast lundi au lendemain du match face à Rennes et s'en suivra une petite pause internationale et on se retrouvera après pour les débriefs. Merci encore à vous deux, merci encore Thibaut. Comme l'a dit Hugo, hein, on te retrouve 2-3 fois par semaine dans l'after, je sais On pas me vraiment. retrouve pendant les semaines internationales, quand il n'y a pas le podcast, précisément, vous pouvez moi me retrouver sur l'after. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Guardiola et sur Mourinho aussi, puisque t'as écrit un livre Donc aussi sur Mourinho, Mourinho. je rappelle aussi que j'ai écrit un bouquin sur le Paris Saint-Germain qui s'appelle Ici c'est Paris, qui a été réédité, qui est un bouquin de référence du supporter parisien. Donc je tiens à le préciser, qui est plus ancien, mais qui a fait date à son époque. Voilà, pour ceux qui apprécient les analyses et le côté un peu philosophe de Thibaut Leplat, voilà, vous avez pas mal de bouquins à votre disposition, que ce soit sur Mourinho, le Paris Saint-Germain, donc, et il y a aussi le livre de Yacine, hein, qui est toujours disponible et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou bien en ligne sur la Fnac, etc. Les hors-jeux du football français, coup de gueule d'un éducateur. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt les gars, ciao.